Eh bien, donc, encore une fois, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Nous sommes deux pour animer ce matin le webinaire. Je laisse la parole à mon collègue pour se Oui. présenter. Merci Anne, donc je suis Frédéric Renaud de Syndex. Voilà, je suis plutôt en charge des questions relatives à la formation des élus du CSE. Donc on est en plein dans le sujet d'aujourd'hui. Et donc, moi, je m'appelle Anne Benedetto et je suis intervenante chez Syndex et formatrice également. Voilà, donc je pense que Frédéric, tu vas nous Je vais vous partager. partager le support qu'on a préparé. Bon, ce support, il sera adressé à l'ensemble des gens qui sont participants ce matin. Donc, il n'y aura pas de difficulté pour vous le diffuser. Donc, voilà. Ce qu'on peut aussi vous rappeler, c'est que ce webinaire est enregistré et que vous aurez la possibilité de le voir en replay un peu plus tard. Donc, a priori, début de semaine prochaine. Toutes les personnes qui se sont inscrites auront un lien, recevront un lien par mail qui leur permettra d'accéder au mode replay. Voilà. Et puis, sachez qu'on est en pleine campagne de communication sur la formation, hein. Donc, il y a plein d'informations que vous pouvez récupérer aussi sur notre site internet. On a une rubrique formation qui est dédiée. Vous pourrez y voir on a par exemple, comment ça s'appelle des podcasts, pardon, des podcasts, voilà, tout type de documents, d'informations qui peuvent vous aider à y voir un peu plus clair dans la formation, dans les droits bien sûr, mais aussi dans l'offre qui est proposée par Syndex. Tout est visible sur notre site et si vous avez des questions, voilà, vous avez la possibilité de vous adresser à nous et évidemment, quelqu'un viendra vous répondre par la suite. Alors, pour démarrer sur le sujet en tant que tel, donc c'est bien un webinaire consacré au droit à la formation des élus au CSE. Donc, le sujet paraît simple, mais en même temps, il y a un certain nombre de subtilités à avoir en tête qui font que ça complexifie un petit peu le sujet. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion, là, aujourd'hui, de partager notre expérience sur ce thème-là. Donc, peut-être en introduction, donc on va voilà, pardon, le programme, hein, donc une introduction. Ensuite, on évoquera le droit à la formation et éventuellement la formation avec Syndex. Hein, pourquoi c'est intéressant de se former avec Syndex. En introduction, on voulait juste reprendre en perspective une enquête qui avait été faite avec l'IFOP en début d'année dernière, qui faisait ressortir en fait un certain nombre de choses pour les élus, les nouveaux élus au CSE, notamment un renouvellement très important des membres du CSE. Et quand on dit très important, ça veut dire on a à peu près la moitié des élus qui sont des nouveaux élus qui arrivent dans les CSE, qui n'étaient pas forcément passés par des cases DP, CE, CHSCT antérieurement. Une inquiétude qui ressort, pourquoi? Parce qu'on observe une forte diminution des moyens alloués, parce qu'avant on avait des heures de délégation pour faire du DP, des heures de délégation pour le comité d'entreprise et pour le CHSCT. Et en fait, en moyenne, hein, avec les nouveaux barèmes de calcul, ben, on se rend compte que potentiellement, on a à peu près 40% d'heures, de volume d'heures en moins entre l'ancien système et le nouveau système avec le CSE. Et du coup, comment dire, une anticipation de détérioration du dialogue social dans le sens où, comme tout est concentré sur une même instance qui s'appelle le CSE, ben, ça peut se traduire par des réunions plus longues, des ordres du jour plus chargés, une documentation parfois difficilement communiquée en amont, et du coup, voilà, une difficulté à exercer l'ensemble des prérogatives du CSE. Et du coup, il en ressort, ben, forcément, c'est le sujet d'aujourd'hui, un besoin de formation sans doute beaucoup plus important ces derniers temps que ce qu'on a pu connaître les années d'avant. Et on le ressent, hein, nous, ça fait 2 ans et demi, où les besoins de formation qui sont exprimés par les élus du CSE sont très importants. Ce qu'on peut signaler aussi, c'est les enjeux SSCT qui sont moins bien pris en charge. Avant, on avait une instance qui était dédiée, voilà, avec des documents, des obligations, une consultation spécifique. Aujourd'hui, cette dimension SSCT, ben, elle est dans la masse de l'ensemble des prérogatives du CSE. Et du coup, ben, ce n'est pas toujours forcément très bien pris en charge. Peut-être, Anne, tu veux réagir, toi, avec ta casquette de spécialiste SSCT sur ce sujet-là, peut-être juste une
une incursion. Oui, une petite incursion, mais qui va de toute façon faire le lien avec la diapo suivante. Hein. C'est que finalement, on assiste à un paradoxe, c'est-à-dire que à la fois le législateur, comme on dit, hein, a fait disparaître l'instance CHSCT, et en même temps, comme vous le voyez sur cette diapo, eh bien, lorsqu'on interroge les représentants du personnel et qui classent par ordre de priorité les sujets qui leur semblent les plus préoccupants, eh bien, arrivent en premier les questions de conditions de travail et les questions de santé et principalement de risques psychosociaux. Hein. Donc voilà, vous avez comme un effet ciseau finalement, hein, avec des préoccupations qui se portent de plus en plus sur les problèmes de santé au travail. Et parallèlement, comme l'a dit Frédéric, des moyens qui sont en diminution en termes d'heures de délégation, en termes de nombre d'élus qui peuvent s'occuper de tous les sujets multiples et variés dont doit se saisir cette instance unique qui est le CSE. Oui, alors on n'a peut-être pas bien précisé, mais Frédéric est spécialisé dans les questions économiques et sociales, et moi je serai vraiment à chaque fois sur des diapos qui portent sur les sujets santé-sécurité, parce que c'est mon domaine de compétences, on va dire. Aussi, une toute petite aparté, c'est que ne vous inquiétez pas, pour tous les gens qui sont là inscrits pour le webinaire, vous recevrez dans les jours prochains ce diaporama. Donc, ne vous donnez pas la peine de prendre trop de notes, vous aurez vous aurez tout par mail. Très bien. Alors, du coup, peut-être pour compléter ce que tu dis, Anne, revenir sur les prérogatives, hein, rapidement, les prérogatives et les missions du CSE. Ce qu'on se dit, c'est que historiquement, en fait, le CSE, c'est aujourd'hui 3 casquettes, hein, c'est-à-dire que les instances préexistantes qui étaient le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués du personnel, en fait, toutes ces prérogatives-là sont reprises par le CSE, donc avec un comité d'entreprise qui était l'expression collective des salariés et tout ce qui concernait, tout ce qui touchait l'économique, le financier, le social, ça demeure. La dimension CHSCT, tout ce qui est inspection, prévention des risques, consultation, donc ça veut dire donner un avis sur la politique de prévention et sur tous les projets importants, hein, qui modifieraient les conditions de travail. Et on a la dimension aussi d'épée, traitement des réclamations individuelles et collectives, la possibilité de mobiliser aussi un droit d'alerte spécifique en cas d'atteinte aux droits des personnes. Tout ça, en fait, aujourd'hui, c'est repris dans le CSE. Donc, les anciennes prérogatives, finalement, elles sont transférées dans les missions aujourd'hui du CSE. Hein, et on rappelle, hein, le CSE a pour objet d'assurer une expression collective des salariés pour prendre en compte de manière permanente leurs intérêts. Et c'est pour ça que vous avez un certain nombre d'informations qui vous sont remises. Des consultations, ça veut dire qu'à un moment donné, on va devoir, sur certains sujets, en tout cas l'employeur va demander votre avis. Et votre avis, ce n'est pas juste on est favorable ou on n'est pas défavorable à un projet. C'est pourquoi on est favorable. Et en général, ben, c'est ni blanc ni noir. Hein. Il y a des choses qui sont positives et puis d'autres qui sont sans doute négatives et que l'employeur doit entendre de votre part. Donc le CSE, c'est de l'économique, du social, des conditions de travail, de la santé. L'employeur vous doit de l'information et par moment, il doit vous consulter. Donc ça fait vraiment partie de votre rôle de CSE. Dans le cadre de la consultation, ben, il y a des consultations dites périodiques, ça veut dire qu'elles vont revenir tous les ans. On pense notamment à tout ce qui est économique et social, hein, c'est la consultation sur la politique sociale, sur la situation économique et financière, sur la stratégie de l'entreprise, les orientations stratégiques. Et puis, il peut y avoir des consultations sur projet. Par exemple, l'entreprise a l'ambition d'externaliser un service ou de déménager des locaux, voilà, d'introduire des nouvelles technologies, par exemple de nouveaux logiciels pour traiter tel ou tel aspect. Tout ça peut avoir des conséquences, évidemment, sur les conditions de travail. Et du coup, vous avez, vous, en tant qu'instance, à donner un avis par rapport à ces sujets. Donc ça, c'est c'est un rappel général des prérogatives du CSE. Et si on fait un focus sur la partie santé et conditions de travail, hein, Vous peut-être, avez Anne, moi je déroule et puis toi tu commentes, hein, parce que c'est ta Ouais, partie. c'est très
bien, c'est très bien. Oui, vous avez aussi énormément de missions et de prérogatives. Alors l'idée dans cette diapo, c'est pas de vous faire peur, mais de vous montrer que c'est vraiment un sujet à part entière, très important et qui nécessite d'être effectivement très, très outillé. Hein, en méthode, en procédure, et puis de savoir comment regarder justement les fameux risques professionnels. Hein. D'où l'importance voilà, d'être formé. Parce que, pour résumer en 4 grands, on va dire, pavés, hein, que dit la loi? Elle dit que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, c'est-à-dire les gens de votre entreprise, et puis même les gens qui travaillent dans votre entreprise, mais qui ne sont pas nécessairement salariés. Des intérimaires, les entreprises sous-traitantes. Alors, vous devez pour cela, pour pouvoir faire une bonne analyse des risques professionnels, disposer de données de santé, de sécurité que vous allez trouver dans la BDES ou dans ce qu'on appelle le bilan HSCT ou SSCT que doit vous fournir l'employeur une fois par an et pour lequel vous devez d'ailleurs rendre un avis. Et puis aussi, parce qu'on ne travaille pas que sur des documents quand on appréhende la question des risques professionnels, il faut que vous puissiez vous déplacer dans l'entreprise et cela va donner lieu à ce qu'on appelle des inspections du CSE, comme auparavant on disait les inspections du CHSCT. Ce sont des observations que vous menez régulièrement sur vos sites pour observer le travail, les conditions de travail. Vous êtes aussi destinataire du document unique, mais même vous devez être associé à sa rédaction. Deuxième pavé, vous allez devoir réaliser des enquêtes lorsqu'il y a des accidents du travail, des maladies professionnelles, un danger grave et imminent ou des incidents répétés révélant des risques graves. Alors là, il va falloir être très outillé aussi et on le verra hein, quand vous entrez en formation, hein, quand on déroule les journées de formation, on va vous apprendre des méthodes d'arbre des causes. Ça, c'est la méthode que nous privilégions au Syndex, mais il y a d'autres méthodes d'analyse des accidents, les 5 pourquoi, voilà, je ne vais pas tout citer. Troisième pavé, le CSE contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels, c'est-à-dire que non seulement vous devez vérifier un certain nombre de choses, être très attentif aux risques, mais vous devez être aussi force de proposition. Alors là, hein, par le biais de vos inspections régulières, ou des inspections parfois à chaud, hein, quand il y a un problème. Hein, vous avez le droit d'aller observer les situations de travail à tout moment sans gêner le déroulement de l'activité. Vous faites des propositions d'actions de prévention, y compris sur des sujets très complexes qui sont ceux du harcèlement. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Et vos propositions, elles sont très, très importantes, elles ont beaucoup de poids, d'où l'importance de les faire par écrit, car si l'employeur s'y oppose, il doit le motiver par écrit. Donc, vous voyez, ça l'oblige à vous répondre et à donner des arguments si vraiment il refuse de suivre vos préconisations. Donc, il y a un rôle très important en matière de santé et sécurité. Quatrième pavé, et celui-là, il a déjà été abordé par Frédéric précédemment, vous êtes informé et consulté par votre employeur sur les sujets santé, sécurité, conditions de travail. Hein, quand on dit SSCT, ça veut dire tout ça. Et sur les nouvelles technologies, ça veut dire que vous devez rendre des avis. Pareil, hein, on va vous apprendre à formuler des avis motivés, écrits, bien foutus, hein, j'ose dire, pour que justement ils puissent être annexés aux procès-verbaux de vos réunions de CSE et qu'ils soient transmis à l'inspection du travail. Donc, c'est vraiment des documents très importants que vous avez à rédiger. Et c'est pareil, il faut être formé là-dessus pour justement, on va dire, donner un avis sur le bilan de la prévention des risques et sur le programme annuel de prévention des risques que vous fournit l'employeur. Ce programme annuel, il s'appelle PAPRIPACT, c'est un nom très épicé qu'on a donné, que le Code du travail a donné à ce programme d'action de l'employeur.
Voilà, j'en ai fini sur tout ce que vous avez à connaître et à faire lorsque vous travaillez sur ces questions santé, sécurité et conditions de travail. J'ai lu quand même là dans le chat que quelqu'un disait, c'est vrai qu'on a tellement, tellement, tellement de prérogatives, d'où l'importance aussi de savoir vous organiser. Et ça, on l'aborde en formation, comment s'organiser. Tout à fait. Alors, pour s'organiser, il faut aussi avoir des ressources qui sont mises à disposition du CSE, même si on a vu tout à l'heure qu'en termes de moyens, on a forcément une baisse qui est observée entre l'avant et l'après. Bon, voilà, on rappelle simplement que dans vos moyens, il y a un certain nombre de délégués. Il y a des temps de réunion qui sont prévus notamment avec l'employeur. Évidemment, de la formation, et c'est ça qu'on va développer juste après. Il y a aussi des budgets. Hein. Vous avez un budget de 0,2 qui vous sert à financer des activités de fonctionnement, un droit à l'information et un droit aussi au recours à l'expertise. Donc, on ne va pas redévelopper l'ensemble de ces ressources qui sont mises à disposition. Ça, ce sont des choses qu'on peut voir plus en détail à l'occasion de nos formations. Simplement, là, on va développer la partie droit à la formation. Voilà, donc la formation, une petite subtilité, hein, c'est que de temps en temps, on peut parler du CSE en tant que membre élu ou en tant que membre du CSE. Et parfois, le Code du travail parle d'élu au CSE, parfois de membre du CSE. Et la subtilité, c'est que dans les membres du CSE, ça va inclure le représentant syndical ou les représentants syndicaux qui sont membres du CSE, mais qui n'ont pas évidemment été élus. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse, mais qui va revenir sans doute un petit peu après. Ça fait partie des subtilités à avoir en tête. Donc pour nous, la formation, évidemment, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire juste avant, ben, c'est pour nous un enjeu majeur dans un contexte de professionnalisation de la fonction d'élu au CSE. Hein. On a dit que le CSE, il avait plein de casquettes à assumer. Il n'est pas forcément spécialisé dans les différents sujets. Du coup, il y a une nécessité de monter en compétences. Donc, une multiplication des champs d'analyse dans une seule instance, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, économique, social et SSCT, des moyens qui peuvent être restreints en tant que nombre d'élus, d'heures de délégation et aussi proximité, parce qu'on n'a plus forcément la proximité que pouvaient donner avant les délégués du personnel. Dans un certain nombre d'endroits, on va pouvoir retrouver des représentants de proximité, mais malheureusement, ce n'est pas une obligation qui est prévue par le Code du travail, c'est uniquement possible via une négociation, via un accord d'entreprise. Donc, globalement, on est face à des moyens qui sont plutôt restreints. Et voilà, la possibilité de se former sur le plan économique et sur le plan de la sécurité, de la santé, des conditions de travail. Et évidemment, tout ça peut être encadré grâce à des accords de CSE, ou on peut appeler ça aussi des accords de dialogue social, puisqu'en fait, on a une double lecture aujourd'hui du Code du travail. On a un Code du travail qui prévoit des choses en l'absence d'accord. C'est ce qu'on appelle le droit supplétif. C'est-à-dire, si vous n'avez rien prévu sur la formation des élus, par exemple, dans un accord de CSE, à ce moment-là, ce sera ce Code du travail-là qui va s'appliquer. C'est celui qu'on va voir ensemble juste après. Mais dans le cadre d'un accord, on peut aussi renoncer à des droits qui sont prévus dans le Code du travail sur le plan supplétif pour obtenir d'autres choses en contrepartie. Donc, on peut avoir du plus, on peut avoir du moins. On a simplement un Code du travail qui dit là, sur ce champ-là, on ne pourra pas descendre en dessous de ça. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ordre public. Donc, vous voyez déjà, il y a une complexité qui s'organise dans le Code du travail, parce qu'on peut dire le Code du travail, il dit des choses, mais en fait, il dit des choses dans certains cas, il dit d'autres choses dans d'autres cas. Donc, c'est des choses qu'on voit aussi dans nos formations pour essayer de rendre moins complexe le Code du travail qui, visiblement, a été souhaité plus léger, mais finalement, dans la réalité, il n'est pas si léger que ça dans sa prise en main. Donc, pour continuer sur les formations, donc, on a évoqué SSCT et économique. Donc, sur la partie économique, pour qui peut bénéficier de la formation économique, donc là, je dirais toujours, à défaut d'accord d'entreprise, hein, ce sont les titulaires qui peuvent bénéficier dans les entreprises de plus de 49 salariés, donc 50 et plus. Ils peuvent bénéficier d'une formation tous les 4 ans, que leur mandat soit consécutif ou non. Les suppléants ne sont pas prévus, sauf, évidemment, s'il y a des dispositions conventionnelles qui leur permettraient d'être formés. Et on peut aussi former donc RS pour représentants syndicaux et DS pour délégués syndicaux si le CSE vote la possibilité de prendre en charge leur formation. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu depuis
depuis la loi Rebsamen, et aussi ça peut concerner les représentants de proximité quand ils existent. Quel est l'objet de cette formation? Ça renvoie à ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure dans l'introduction, hein, tout ce qui est les prérogatives, le fonctionnement du CSE et toute la dimension économique et sociale de l'entreprise. Donc, le champ, il est aussi large que votre domaine de prérogatives. C'est tout ce qui touche à l'organisation de l'activité, la mobilisation des ressources, qu'elles soient humaines ou techniques, voilà, l'analyse financière, les contraintes de l'entreprise par son marché concurrentiel, par les contraintes qui sont mises par le groupe, par ses actionnaires. Voilà, c'est vraiment très large en termes de contenu. Et la durée donc tous les 4 ans, c'est un droit à 5 jours maximum qui sera imputé sur ce qu'on appelle le congé de formation économique, sociale et syndicale, qui est de 12 jours par an. Donc ce quota est relativement large, puisque chaque salarié, on le verra tout à l'heure, peut bénéficier d'une formation économique et sociale dans la limite de 12 jours par an. Et ça tous les ans, et tous les salariés, qu'on soit syndiqués ou pas. Qui prend en charge cette formation économique? Donc il y a 2 choses à avoir en tête. Hein. C'est d'une part le temps de travail. Donc le temps de travail, il est pris en charge par l'employeur. Donc ça veut dire que l'employeur maintient le salaire, c'est considéré comme du temps de travail effectif. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Sur les frais de formation, ça va être quelque chose qui va être pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE. Donc, tout à l'heure, on a évoqué le fameux 0,2% de la masse salariale brute. Et ça sert notamment à financer la formation. Sachant qu'aujourd'hui, comme on a des grandes équipes par rapport à avant, le CE, il y avait beaucoup moins de gens dans l'instance, puisque les DPA étaient à part et le CHSCT était à part. Donc, on peut avoir une volumétrie d'élus à former importante, ce qui peut gréver fortement, sur une année en tout cas, le budget de fonctionnement. Donc, il faut l'avoir en tête. Hein. Et donc, les frais de formation, c'est à la fois la rémunération de l'organisme de formation qui va concevoir et animer la formation, mais c'est aussi la prise en charge des frais de déplacement, s'il y en a, des frais de repas, des frais d'hébergement. Donc là, comment on va engager les ressources du CSE sur le plan financier? Il faut penser à faire un vote en instance pour engager la dépense. Donc ça, il faut l'anticiper un petit peu. Et qui peut assurer ce type de formation? C'est ce qu'on appelle tous les organismes agréés. Mais agréés à quoi? À la formation des élus au CSE. Donc là, ça veut dire qu'on a été référencé sur les listes de la DIRECT, la direction de l'emploi. En général, on est inscrit quelque part sur une région, mais ça vaut pour l'ensemble du territoire. Ou ça peut être des organismes rattachés aux organisations syndicales. Donc, on a les 7 organisations syndicales représentatives classiques en France et des instituts spécialisés. Donc, en général, ce sont des instituts du travail ou des instituts régionaux du travail. Le Code du travail les liste, il y en a 11 en France. En général, ce sont les organisations syndicales qui peuvent animer aussi ces formations-là. Voilà, donc ça, c'est pour la formation économique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette formation-là, elle ne s'inscrit pas dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. Donc, quelque part, l'employeur n'a pas à dire qui doit vous former ou comment. Donc, le titulaire de la formation, il choisit librement son organisme de formation et l'employeur ne peut pas refuser que le salarié parte en formation, sauf à ce qu'il démontre que ça gêne la marche de l'entreprise, que ça lui porte un préjudice. Et si tel était le cas, il faudrait qu'il aille devant le CSE pour évoquer le problème et recueillir l'avis du CSE sur cette difficulté qu'aurait l'employeur. Dans la réalité, dans le concret, moi, je n'ai jamais été confronté à ce genre de difficultés et pourtant, des formations, on en a fait pas mal. Donc, en général, les employeurs, à partir du moment où ils sont prévenus suffisamment à l'avance, on organise le service et les salariés, les élus peuvent partir en formation. Sur la partie SSCT, donc Anne, voilà. je te laisse reprendre le flambeau. Sur la partie SSCT, vous allez voir, vous allez être surpris, ce n'est pas tout à fait les mêmes choses. Hein. Et si vous vous demandez pourquoi, je vous raconte quand même en 2 mots comment ça s'est… pourquoi pour la formation SSCT, il y a davantage d'accès et de droits pour les élus. Pourquoi? Parce que quand les ordonnances 2017 sont parues et que
les organisations syndicales et tous les acteurs de la santé au travail ont découvert la disparition du CHSCT, ou en tout cas sa dilution dans toutes les attributions du CSE, parce que les attributions n'ont pas disparu, mais voilà, on a quand même du mal maintenant à tout faire. Eh bien, il y a eu une sorte de levée de bouclier en disant, mais c'est la mort des questions de santé et de sécurité au travail portées par les élus. Et le gouvernement a répondu en sortant une ordonnance qu'on appelle l'ordonnance Balai, qui est sortie en décembre, donc un peu après les premières ordonnances, rectifiant un certain nombre de choses, et notamment le droit à la formation. Parce que dans les premières ordonnances, le droit à la formation, c'était comme pour exactement ce que vient de vous dire Frédéric, comme pour la formation économique, avec uniquement les titulaires, et puis pris sur le budget de formation du CSE. Et voilà, on a au moins gagné ça, c'est que, vous allez le voir, pour la formation santé, sécurité et conditions de travail, eh bien là, tous les membres du CSE, c'est-à-dire les titulaires, les suppléants, le représentant syndical, et parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat qui portent sur les représentants de proximité, et les représentants de proximité, quand en tout cas ils sont aussi élus de CSE, et s'ils ne sont pas élus de CSE, là, par contre, ce n'est pas inscrit dans la loi, donc il faut absolument l'avoir inscrit dans votre accord de CSE. Mais en tout cas, vous avez quand même beaucoup plus de personnes qui peuvent assister à ces formations SSCT, et on vous invite vraiment, effectivement, à ce que les suppléants y participent. Cette formation SSCT, elle est ouverte au premier mandat, puis à chaque renouvellement de mandat, donc tous les 4 ans en principe, sauf accord qui dirait autre chose. Je veux bien que tu passes, Frédéric. Alors, quel objet de formation? Eh bien, ce qui est demandé dans ces formations, c'est d'ouvrir l'œil des élus sur leur aptitude à déceler, à mesurer les risques professionnels, à savoir analyser les conditions de travail. Donc, ce ne sont pas des formations qui sont uniquement basées sur le caractère législatif. Bien au contraire, ce sont des formations très, très terrain, qui partent vraiment, en plus, le plus possible, enfin, nous, c'est ce que Syndex privilégie, de vos conditions de travail. On va vous faire présenter vos propres situations et les documents de votre entreprise pour travailler dessus. Elle doit aussi, bien sûr, permettre de vous initier aux méthodes, aux procédés. J'en ai parlé tout à l'heure, comment faire une inspection, comment mener une enquête, comment faire un droit d'alerte, comment nommer un expert, comment rendre un avis pour une information-consultation. Donc, tout ça, c'est abordé dans le cadre de la formation. Alors, la durée, elle est de 3 jours pour les entreprises qui ont moins de 300 salariés et 5 jours pour les entreprises de plus de 300 salariés, ce qui est un peu dommage finalement parce que nous, on trouve que finalement, il n'y a pas moins de risques dans les petites entreprises. Enfin, vous voyez, la logique n'est pas, pour nous, pas très évidente. Au niveau de la prise en charge, alors là aussi, on est vraiment sur quelque chose de plus avantageux, on va dire, pour les élus que pour la formation économique, puisque les jours de formation sont pris sur le temps de travail et payés comme du travail effectif. Bon, là, c'est pareil, mais surtout, le coût de la formation, il est porté par l'employeur. Sous réserve de 36 fois le montant horaire du SMIC, mais tous les organismes de formation, de toute façon, en principe, vous présentent un devis et une facture finale qui rentre dans ce cadre-là. Donc, c'est bien l'employeur qui paye la formation aux membres du CSE, titulaire, suppléant, représentant syndical. Et aussi, c'est les autres frais, déplacement, séjour, repas. Pareil, c'est assez borné dans la limite, bien sûr, de dépenses qui soient raisonnables, on va dire. Je crois que c'est 15 ou 16 euros le repas. Enfin, voilà, c'est assez borné. Donc, le temps passé en formation n'est pas pris, attention, n'est jamais pris sur le crédit d'heures de délégation, ni sur le quota du congé économique, social et syndical. On est vraiment sur du temps de travail et tout est financé par l'employeur. Et j'ajoute que le CSE choisit son organisme de formation. On a un article du Code du travail qui le dit de manière tout à fait explicite.
Alors, les organismes de formation que vous pouvez solliciter, c'est un petit peu comme a dit Frédéric tout à l'heure, les organismes agréés comme nous, hein, par le ministère du Travail, ou les organisations syndicales. Hein, j'avais vu une question tout à l'heure. Il y a, dans une équipe CSE, alors vous pouvez avoir aussi chaque section syndicale qui va se former dans son OS. Bon, voilà, ça peut être intéressant. Après, ça peut être intéressant aussi peut-être de garder quelques jours pour vous former tous ensemble et travailler un langage commun, on va dire. Hein. Et puis des organismes agréés par le préfet de région. Enfin, voilà, donc là, vous trouvez facilement de toute façon ces listes-là. Et on a ajouté un petit encart qui dit que lorsque il y a une commission SSCT et lorsque surtout l'accord CSE le permet, l'a prévu en tout cas, il peut y avoir des formations supplémentaires. Hein. Alors, elles ne seront pas du tout prises en charge de la même manière que la formation socle SSCT, hein, mais parce que là, c'est bien sur le budget de formation que le CSE devra payer ces formations, sauf si l'accord est mieux disant. Mais ça peut être intéressant hein, dans certaines entreprises qui sont face à des risques très particuliers. Je pense à du risque chimique, je pense à des risques explosifs, etc. Hein, ou des risques psychosociaux vraiment avérés. À ce moment-là, rien ne vous empêche de faire des formations complémentaires sur ces risques-là. Il y en a aussi beaucoup qui sont proposés par Syndex, hein, par notre société, qui complètent les formations initiales. J'en ai fini sur cette diapo. Merci. La suivante. Et la suivante, elle est aussi pour moi parce qu'elle continue à porter sur ces questions de formation à la santé, sécurité et conditions de travail. Alors, on a souhaité vous mettre cette diapo qui parle de controverse parce qu'il nous est arrivé quelque chose d'un peu étonnant et embêtant. Il y a quelques mois, la Direction générale du travail a édité sur son site le tableau qui s'affiche sous vos yeux et qui finalement infirme ce que je viens de vous dire. Et évidemment, il y a beaucoup d'employeurs qui se sont dit, chouette, finalement, c'est ça alors la loi. Alors, on voulait vous dire que non, hein, parce qu'une communication de la Direction générale du travail n'a ni la force d'un décret, ni encore moins celle d'une loi, hein, ni même d'une circulaire, et que du coup, il faut se référer à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, parce que ce tableau, il dit que finalement, il n'y aurait que les membres de la commission SSCT qui pourraient se former en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Donc ça, voilà, ça ne rentre pas dans justement tout ce qu'on vient de vous dérouler, qui montrait que le droit à la formation s'exerçait bien pour l'ensemble des membres du CSE. Donc soyez vigilants, hein, c'est une interprétation trop restrictive. Bon, vous verrez dans les planches suivantes qu'il y a un projet de loi aussi qui arrive et qui va un tout petit peu aussi certainement transformer le droit à la formation santé-sécurité. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est bien tous les membres qui peuvent se former sur leur temps de travail et rémunérés par la formation payée par l'employeur. Peut-être pour rebondir Anna, sur pourquoi on a indiqué cette planche, en fait, on a un code du travail qui ne dit pas toujours la même chose d'un article sur l'autre. L'article général dit tous les membres du CSE ont droit à la formation SSCT. Donc ça, c'est écrit quelque part. Et du coup, ça répond à une des questions qui est posée. Les membres du CSE, ça veut dire que ce n'est pas forcément les membres qui sont élus, mais ça inclut aussi le représentant syndical. Donc, quand vous nous demandez les références au Code du travail, en fait, c'est l'article qui définit le droit à la formation SSCT des membres du CSE. Et par ailleurs, on a un autre article qui va définir, lui, la durée de formation et qui précise la durée pour les membres de la commission SCCT. Donc, il dit 3 jours si on est moins de 300, 5 jours si on est plus de 300. Ça veut dire que si je suis élu au CSE, que je ne suis pas à la commission SCCT, ça voudrait dire que je n'ai pas de minimum en fonction de mon effectif. Je pourrais être formé un jour et l'employeur dirait bah, c'est bon, on a respecté le code. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait, c'est pas comme ça. De notre point de vue, évidemment, qu'il faut lire le droit. Et la DGT le dit, elle dit on encourage à ce que les durées de formation soient les mêmes pour les membres du CSE, qu'ils soient élus ou pas à la commission SSTT. Voilà, c'est juste le petit focus. Ouais.
D'autant plus que si vous voulez, bon, on ne peut pas rentrer dans le détail, mais la commission, elle n'a pas droit à délibération, hein, c'est une commission, donc on va dire, le CSE lui délègue un certain nombre de tâches, mais c'est bien le CSE qui reste l'instance qui va voter, qui va délibérer, qui va désigner un expert. Donc là-dessus, il faut bien que les membres du CSE, tous, qui vont voir remonter les dossiers SSCT par la commission, en connaissent suffisamment sur les questions SSCT pour pouvoir justement délibérer, voter, rendre des avis, etc. Hein, la commission, elle ne rend pas d'avis. Elle peut les préparer, mais c'est bien le CSE qui vote. Voilà, donc je pense que ça, C'est bon? bien balayé cette affaire-là. Ok. Donc, le troisième élément qu'on voulait évoquer avec vous, c'est le fameux congé de formation économique, sociale et syndicale. Donc là, c'est pareil, vous nous demandez des références au Code du travail. Sur chaque planche, vous voyez en haut à droite, vous retrouverez les articles qui vont bien. Donc là, ce congé, il est ouvert, alors ça c'est particulier, hein, à l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils soient adhérents ou pas à une organisation syndicale. D'ailleurs, techniquement, on ne peut pas savoir qui est adhérent, pas adhérent d'une organisation syndicale, hein, c'est du domaine du privé, et il n'y a pas de conditions d'ancienneté pour pouvoir en bénéficier. L'objet de cette formation, c'est comme le dit son titre, hein, c'est acquérir les connaissances économiques, sociales ou syndicales dans le but d'exercer des responsabilités syndicales, mais ce n'est pas parce qu'on va en formation qu'on sera forcément à même de prendre où il n'y aura pas d'obligation à prendre des responsabilités. Le droit à la formation, il est ouvert à tout le monde. La durée, on l'a évoqué tout à l'heure, hein, c'est 12 jours par an par salarié. Et pour les animateurs de stages de formation, ce quota est porté à 18 jours. Tout à l'heure, il y avait une question qui nous disait les 6 jours complémentaires, c'est quoi? La différence, c'est ça, c'est que quand on est animateur de formation syndicale, le quota, il passe de 12 à 18 jours. Donc 12 jours par an, tous les ans, le crédit est remis à zéro. Vous voyez que ça laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. Et on peut cumuler sur une même année, ça va répondre aussi à une de vos questions, hein. On peut partir en formation économique 5 jours et on peut partir en formation SSCT 5 jours. Donc au total, ça fait 10 jours. Vous voyez qu'on n'est même pas encore dans la limite des 12 jours annuels. Donc, alors ça va peut-être faire beaucoup si on fait tout l'un après l'autre, mais en tout cas, pour nous, il n'y a pas de limite technique de ce point de vue-là. La prise en charge du congé, c'est toujours pareil, hein, à partir du moment où on est dans le quota de 12 jours, c'est maintenu par l'employeur, c'est du temps de travail. Sur le financement, par contre, il n'y a pas de financement spécifique. Tout à l'heure, on a dit la formation éco, c'est le CSE qui paye les frais pédagogiques. La formation SSCT, c'est l'employeur qui paye les frais pédagogiques. Pour les salariés, ça peut être le salarié qui paye sa propre formation, ou s'il se retourne vers une organisation syndicale, ça peut être l'organisation syndicale qui finance. Mais aussi, on peut prévoir un financement par le budget du CSE, mais là, on sera sur une bourse de formation, et là, on va imputer le budget social. Pourquoi? Parce que c'est un droit qui est ouvert à l'ensemble des salariés. Le CSE peut voter une enveloppe annuelle et puis financer un certain nombre de formations au titre de ce congé-là. C'est ce qu'on appelle généralement, quand on rencontre ce cas-là, la bourse de formation. Donc là, c'est, vous voyez, un financement un petit peu différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, les organismes de formation, ce sont ceux qui sont habilités, c'est-à-dire les organisations syndicales et les instituts spécialisés. Donc là, c'est pareil, c'est prévu par le Code du travail, je l'ai évoqué tout à l'heure. Les 7 organisations syndicales qui sont reconnues représentatives sur le plan national et les 11 instituts spécialisés qui sont des instituts régionaux, par exemple, de travail. Voilà pour ce congé-là qu'il fallait évoquer. On a fait une synthèse de ces 3 types de formations économique SSCT, le congé de formation économique, syndicale et sociale, avec qui peut en bénéficier, les durées, qui prend en charge les références au Code du travail. Donc tout ça, on a bien conscience que le tableau est un petit peu touffu, mais vous l'aurez dans le support qu'on vous adressera je vais y arriver, par la suite. Voilà, excusez-moi. Donc pour continuer, on va faire un petit focus sur la formation des référents harcèlement sexuel, agissement sexiste. Il y a des questions sur le sujet. Normalement, ça devrait
ça devrait répondre. Sur la question du financement, ça rentre dans le droit en fait à formation SSCT. Donc un employeur qui serait rigoriste dirait vous avez un quota de 3 jours ou 5 jours, votre formation, vous devez la financer sur ces 3 ou 5 jours. Mais normalement, on doit donner au référent les moyens de pouvoir exercer sa prérogative. Donc ça pourrait être aussi imaginé comme étant une formation à part et également prise en charge par l'employeur. Mais ça, on n'a pas de texte qui soit clairement explicite sur le sujet. C'est ça, il faut essayer de le négocier dans votre accord pour que justement ça n'empiète pas sur la formation SSCT. Alors, lors de la formation de base, santé, sécurité, conditions de travail de 3 ou 5 jours, bien sûr qu'on va aborder cette question du référent harcèlement sexuel et agissement sexiste. Puisque même si depuis plus de 10 ans, les représentants du personnel peuvent proposer des actions de prévention en matière de harcèlement sexuel et d'agissement sexiste, depuis seulement 2 ans, le CSE doit nommer en son sein un référent sur ces questions-là. Et dans les entreprises de plus de 250 salariés, l'employeur nomme de son côté aussi un référent agissement sexiste, harcèlement sexuel. Ce sont des questions extrêmement complexes, bien sûr. Alors, on l'aborde dans la formation initiale, mais nous, on conseille aux référents du CSE de se former spécifiquement sur ces questions et ainsi acquérir vraiment des réflexes, des méthodes pour pouvoir déceler les problèmes, pour pouvoir être vigilant, être à l'écoute, savoir aussi orienter, parce le référent n'a pas à régler les problèmes, bien sûr. Il doit alerter, veiller, orienter, répondre. Enfin, vous voyez, après, c'est toute une machine qui se met en route. Donc, c'est une formation effectivement qui n'est pas cadrée dans le Code du travail, qui doit du coup donner lieu à un financement particulier s'il se fait en dehors des heures des 3 ou 5 jours, on va dire, de la formation de base SSCT. Voilà, vous voyez apparaître dans le petit carré, je ne vais pas les lire, tout ce qui doit faire partie justement de la formation du référent et qui va lui permettre de tenir sa fonction de manière, on va dire, efficace et puis dans les limites aussi de sa fonction. C'est ça qui est important. C'est que vous compreniez bien à travers les formations jusqu'où vous pouvez aller, ce que vous pouvez faire et puis aussi à quel moment il y a d'autres acteurs que vous pouvez solliciter et vous pouvez demander à ce que votre employeur les sollicite aussi de son côté. Alors, tout à l'heure, on vous a dit que sur notamment le droit à la formation santé-sécurité, il y a des choses qui sont un peu contradictoires dans le Code du travail et entre le site de la DGT et le Code du travail. Et pour en rajouter une petite louche, parce que c'est jamais simple dans nos affaires, vous le savez bien, vous les élus, les lois changent souvent, c'est toujours compliqué d'avoir les dernières moutures. On a, depuis le 9 décembre 2020, un accord national interprofessionnel qui a été signé par de nombreuses organisations syndicales et qui porte le nom pour une prévention renforcée, une prévention des risques professionnels renforcée et une offre renouvelée en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Alors, que dit cet accord national interprofessionnel ? Il dit que il est souhaitable, parce que, encore une fois, pour l'instant, il n'est pas encore retranscrit dans la loi, cet accord. Il dit qu'il faut permettre aux entreprises de moins de 300 salariés de mettre en place une commission SSCT. C'est déjà possible par voie d'accord, on vous l'a dit, il y a la loi et puis l'accord peut être toujours mieux disant. Mais en tous les cas, on voit que c'est encouragé aujourd'hui par cet accord national interprofessionnel. Et je vous le dis déjà, cet accord national interprofessionnel risque d'être promulgué dans le cadre d'une loi qui est qui passe aujourd'hui ou demain devant le Conseil d'État et qui va peut-être entériner justement ce genre de choses. Donc, on se tiendra bien au courant pour savoir si justement la loi demain
prévoirait de donner droit à une commission pour les entreprises de moins de 300 salariés, ce qui serait, ma foi, au moins l'occasion de remettre les anciennes prérogatives CHSCT pour les entreprises entre 50 et 300. Ensuite, donc, que dit cette ANI? Je laisse Fred actionner la souris, parce que je ne connais pas tout par cœur. Les partenaires sociaux invitent les entreprises multisites à mettre en place des représentants de proximité qui doivent devenir des acteurs à part entière de la prévention. Et effectivement, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la place et le rôle des représentants de proximité. Effectivement, maintenant, les CSE sont très éloignés des sites. Donc, ce sont de bonnes courroies, les représentants de proximité. Maintenant, attention, il faut pas que les sujets qu'ils traitent restent vraiment, on va dire, enfermés dans les sites et qui remontent à l'instance CSE, qui est vraiment justement une articulation entre représentants de proximité, commission SSCT et CSE. Ça, on le travaille beaucoup en formation aussi. Comment vous organisez entre vous et toujours bien tuiler entre ces différentes, non pas instances, mais ces différentes formes de représentation du personnel. Les membres du CSE bénéficient d'une formation de 5 jours. Et là, on est beaucoup plus attristé. Lors du renouvellement du mandat, cette formation peut être conduite à hauteur de 3 jours. Donc, à la fois, c'est bien parce que tout le monde pourrait bénéficier de 5 jours, les moins de 300, les plus de 300, si toutefois, voilà, ça se traduisait dans un texte de loi. À la fois, dans les renouvellements de mandat, on retombe à 3 jours. Donc, vous voyez, il y a du bien et du moins bien dans cette proposition. On peut tourner la page, Fred, parce qu'il y a une petite suite. Que dit l'accord? L'accord dit que le choix de la formation se fait dans le respect de l'article R 2315-17 qui dit que les membres de la délégation du CSE choisissent bien seuls leur organisme. Bon, très bien, ça entérine ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Deuxième point sur cette planche-là, la formation des élus santé au travail dans les entreprises de moins de 50 salariés pourrait être financée sur les fonds OPCO. Ça, c'est une bonne chose aussi. Vous savez, ce sont les collecteurs des fonds pour la formation. Et on va passer rapidement. Le projet de loi pourrait entrer en vigueur à partir du 31 mars, sous réserve qu'un décret soit promulgué. Voilà. Il y a une question qui revient. C'est sur le choix de l'organisme de formation, notamment pour la formation SSCT, puisqu'elle est prise en charge par l'employeur. Il y a des employeurs qui font le forcing en disant, comme c'est moi qui paye, c'est moi qui choisis l'organisme qui va vous former. Évidemment, ce n'est pas tout à fait comme ça que nous entendons les choses. Et on se réfère aussi à ce que dit le Code du travail, c'est-à-dire que le salarié qui demande son congé pour partir en formation, il doit préciser la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée, le prix du stage et le nom de l'organisme de formation qui est chargé d'assurer cette formation. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas l'employeur qui décide, même si c'est lui qui doit prendre en charge. Et là, quand vous recevrez le diaporama, vous retrouverez cette planche-là où justement on vous donne le bon numéro d'article 2315-17 et le petit 1 dessous vous déroule le contenu de cet article. Voilà. Après, de manière un peu concrète, parce qu'il y a aussi des questions, combien de temps avant il faut envoyer le courrier à la direction. Donc, au plus tard, il faut que vous envoyiez le courrier que l'on vient d'évoquer 30 jours au plus tard avant le début de la formation. Donc, nous, on conseille de se mettre autour de J-40, 40 jours avant, pour être sûr de ne pas dépasser le délai. L'employeur doit normalement vous répondre 8 jours au plus tard après. Donc, ça veut dire que s'il ne répond pas, c'est qu'il n'y voit pas d'objection. Et après, il nous reste un petit peu de temps pour finaliser l'organisation, les inscriptions de la formation, sachant que les formations, elles peuvent être organisées soit en intra, soit en inter. En intra, c'est au sein du même CSE, la même instance, on va avoir les élus qui vont se retrouver ensemble, ou en inter, ce qui peut être le cas sur des formations un peu plus pointues, qui ne vont pas forcément mobiliser l'ensemble de l'équipe. On pense par exemple à référent harcèlement sexuel, tout le monde n'est pas référent et il n'est pas forcément pertinent de former tout le monde sur le sujet, même si on pourrait considérer que c'est
pas plus mal de s'approprier le sujet tous ensemble, ou une formation trésorier, par exemple. Voilà. Il y a des choses qu'on peut réaliser en inter-CSE ou en intra-CSE. Donc, il faut se donner aussi le temps d'organiser ces choses-là. Après, si on veut parler un petit peu de Syndex, pourquoi se former avec nous? Nous, ce qu'on essaie de mettre en avant comme étant différenciant, c'est que on n'a pas des gens qui sont formateurs de métier et qui font que de la formation à 100%. En fait, nous, ce qu'on met en avant, c'est que tous nos formateurs sont d'abord des experts du terrain qui connaissent, qui se confrontent régulièrement aux situations d'entreprise, que ce soit sur la dimension économique ou sur la dimension santé, sécurité au travail. Par exemple, sur une formation SCCT, dès lors que la formation sera organisée dans les locaux de l'entreprise, par exemple, nos formateurs vont vous dire, tenez, on a vu tel sujet aujourd'hui, et si on allait voir sur le terrain, comment ça se passe? Donc, je ne sais pas si tu veux illustrer, Anne, par rapport à ça, Oui. mais l'idée, c'est ça, c'est de montrer qu'on est sur le terrain. Oui, oui, alors voilà, nous, on est tous les formateurs Syndex, soit ergonomes, soit psychologues du travail, soit sociologues du travail. Donc, on est aussi des intervenants, hein, c'est-à-dire qu'on mène des expertises toute l'année. Et donc, on connaît bien les techniques hein, d'analyse des situations de travail. Et pour nous, vraiment, le must du must, hein, quand on fait une formation SSCT, c'est de la faire chez vous, dans vos locaux, et de demander au préalable à votre employeur la possibilité de faire, on va dire, des inspections, oui, voilà, de réaliser des inspections en live. Et on vous apprend justement à aller regarder le travail en vous équipant, appareil photo, mètre, etc., de revenir avec vos observations, on vous donne des grilles, et ensuite on va jusqu'à la rédaction du compte-rendu de la visite, et même on peut faire des petits jeux de rôle sur la restitution de l'inspection, ce qui est assez intéressant et qui rend très vivante la formation. Donc, si on peut aller jusque-là, pour nous, c'est l'idéal parce que c'est comme ça que les choses rentrent le mieux. C'est quand on fait, on expérimente et on peut même se diviser en petits groupes pour mener plusieurs petites inspections. Ça permet aussi de moins gêner le déroulement de l'activité voilà, sur votre site, évidemment, parce que si on descend à 10 dans un atelier, c'est un peu gênant. Voilà, donc notre objectif, c'est de faire de vous des interlocuteurs pertinents face aux directions. Hein. C'est surtout ça qu'on veut vous faire passer, notamment à travers nos formations dites de base, les essentiels. Et puis après, on peut approfondir sur des formations, par exemple en SSCT, hein, on propose 7 formations différentes sur différents thèmes de ce point de vue-là. Ça peut être sur les ressources humaines et le social. On peut avoir des formations très spécifiques, par exemple sur les restructurations, sur l'épargne salariale. Enfin, voilà. Comme on a l'avantage, c'est qu'on a plein d'experts terrain qui certains sont spécialisés sur certains domaines. Du coup, ils sont en capacité de venir animer des formations relativement pointues. Et ça, en fonction en fait, de vos problématiques. Hein. Aujourd'hui, vous avez un accord de télétravail à négocier, par exemple. Et bien, on propose des formations au télétravail qui vous permettent un petit peu de défricher les choses. Bon, ça, c'est un exemple. On peut se former dans le syndicat et on peut aussi se former à Syndex. Tout est possible. Syndex, c'est aussi une présence régionale. Hein, on a 17 sites implantés sur l'ensemble du territoire et nos formateurs, évidemment, sont partout sur le territoire. Donc, si vous voulez vous former du côté de Nantes, eh ben, on pourra le faire. Si vous voulez vous former à Aix-en-Provence, on pourra le faire également. Si vous voulez aller à Dole, on a des équipes qui sont sur place. Tout est possible de ce point de vue-là. Et évidemment, avec la crise sanitaire et ce fichu Covid, l'idée aussi, c'est de pouvoir former à distance quand on n'a pas d'autres possibilités. Nous, ce qu'on préfère, évidemment, c'est de rencontrer les équipes en présentiel, parce que c'est là que les choses passent le mieux de notre point de vue, hein, notamment pour le travail de cohésion. Après, quand il faut s'adapter et qu'on n'a pas le choix de le faire à distance, on a aussi la possibilité d'organiser nos formations à distance. Donc, pour ça, n'hésitez pas à nous solliciter. Syndex, c'est aussi la garantie de la qualité.
hein. On est certifié par l'AFNOR. On est référencé Datadoc, hein. Ça veut dire que si des formations peuvent être financées par l'OPCO, on en parlait tout à l'heure par une OPCO, eh ben, Syndex est finançable. On a des directions, notamment pour les formations SSCT, vu que c'est elle qui paye, elle peut mobiliser des formations, des financements OPCO. Et on a vu tout à l'heure que dans l'ANI, il y aurait possibilité de généraliser le financement OPCO pour la formation SSCT. Donc, on est tout à fait prêt pour assurer ce type de formation. Voilà, donc après, vous trouverez sur le site nos différentes gammes, les formations de base et puis après les formations plus pointues, j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Le fait qu'on fait de l'intra, mais aussi de l'inter-CSE quand c'est possible, sur des sujets un petit peu plus pointus, on peut le faire en présentiel, en distanciel. Vraiment, on essaie de répondre avec notre offre à tous les besoins qui peuvent être les vôtres en tant qu'élu de CSE ou membre du CSE. Enfin, c'est trop compliqué d'empoigner un certain nombre de vos questions qui sont très, très larges. Après, sur vraiment le droit à la formation, il y en a quand même quelques-unes pour lesquelles on a répondu en live. Surtout alors vous avez beaucoup de questions sur les RS, sur les représentants de proximité, hein. Les RS, encore une fois, ils peuvent participer à la formation SSCT, c'est sûr. Et pour les représentants de proximité, comme de toute façon, rien n'est dit dans le Code du travail et que tout doit être inscrit dans l'accord, eh bien, il faut espérer que vous ayez négocié un bon accord où la formation des représentants de proximité est prévue. Et sinon, s'ils ne sont pas membres du CSE, a priori, malheureusement, ils n'ont pas accès à la formation SSCT, ce qui est vraiment très dommage. Ce que je vous propose, c'est que les participants qui ont un micro éventuellement puissent lever la main, enfin un micro ou qui en ont un, en tout cas sur leur ordinateur. Je vois qu'il y a Jérôme Baudin qui a déjà levé la main. On peut lui permettre de parler tout de suite. Et puis s'il y en a d'autres, Edwige, voilà, je vais prendre la liste au fur et à mesure. Donc voilà, donc on va commencer par Jérôme. Jérôme, vous pouvez réactiver votre micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Bon, bonjour à tous et bonjour surtout à Anne parce qu'on se connaît. Non, j'ai une question. Tu as parlé de l'ANI et du fait que ils veulent qu'il y ait des SSCT pour les sociétés de moins de 300 personnes, ça c'est bien. Puis après, tu as parlé d'un point négatif. Disant que pour le renouvellement, il n'y avait plus que 3 jours au lieu de 5. La question, c'est pour les moins de 300 ou c'est pour tout le monde? Non, alors l'ANI, justement, ce serait pour tout le monde. Ce qui fait que je dis c'est dommage parce que pour les 300, ça réduit. Oui, voilà. Oui. Bon. Voilà. Non, mais parce qu'il y avait un doute. Voilà, c'était ça ma question. Merci Jérôme. On va passer la parole à Edwige Perret, à qui je demande de réactiver son micro. Hop là. Vous m'entendez là maintenant? Non? Si, très bien. Bon, pardon. Bonjour à tout le monde. Bon, cette réunion, à mon avis, est beaucoup trop courte parce qu'il y avait des tas de choses, des tas de sujets à évoquer parce qu'on est resté trop généraliste quelque part. Enfin bon, je ne vous fais pas de reproche, la question n'est pas là. Mais ceci dit, quand on a une société, il n'y a pas que des sociétés avec des ateliers bien regroupés, des centres, si vous voulez. Vous avez beaucoup de sociétés. Nous, à Drexo, moi je suis à Drexo PACA, enfin même Côte d'Azur, CFDT Côte d'Azur, et nous avons, rien que sur la Côte d'Azur, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 dépôts, et dans chaque dépôt, il y a des problèmes différents, et le CSSCT maintenant, qui n'est plus qu'une partie du CSE, mais qui ne comporte que 33 élus, il est évident que pour se disséminer dans toute la France, ça devient très compliqué et on a l'impression de faire un travail de saupoudrage, si vous voulez. Les informations passent par le biais du mail,
mais on reste un saupoudrage parce qu'en n'ayant plus de DP, on n'a plus du tout d'ancrage terrestre. Oui, c'est le mot mais juste. Mais c'est l'énorme faiblesse de ce passage en CSE, hein, tout à fait. Je vous ai répondu d'ailleurs dans le chat, hein, je vous ai dit, alors après, il faut essayer de négocier un accord où vous avez quand même un peu plus d'heures de délégation en expliquant que vous êtes tellement loin de vos sites éclatés qu'il va falloir effectivement que vous ayez des heures de délègue pour vous déplacer ou alors que les déplacements soient payés sur le temps de travail. Mais je vous comprends très bien. Vous ne pourrez pas parler de santé, sécurité et conditions de travail si vous n'allez pas voir ce qui se passe. Tout à fait. Il y a nécessité de se rendre sur place, de faire des enquêtes sur place, d'avoir l'appui de la directe éventuellement, etc. Quand il y a des problèmes qui sont récurrents et quelquefois graves. Mais voyez, pour les enquêtes accidents du travail, ça en principe, c'est pris sur le temps de travail. Enfin, c'est pas en principe, c'est carrément la loi. Hein, c'est pas pris sur les heures de délégation. Donc, il n'y a pas que des accidents de travail. Non, mais c'est des conditions. Si vous reprenez le DER qui sont rarement mis à jour, ça c'est bien le problème parce que vous avez un facteur de risque lambda et qui n'est pas répertorié. On dit mais non, mais on fait attention de toute façon, les salariés ne sont pas des benets et ils font attention. Ce n'est pas vrai, c'est un facteur de risque qui devrait être mentionné. Bon, on dépasse un peu le cadre du droit à la formation, mais c'est pour ça que je vous disais, vous êtes tous sortis un petit peu quand vous dites qu'on n'a pas eu beaucoup de temps, mais c'est sûr, il nous faut 5 jours pour aborder tous ces sujets. Edwige, je vous remercie. Je propose qu'il y a Sandrine Garel aussi qui voulait parler. Hop. Et à qui je demande de réactiver son micro. Puis après, on aura une dernière question de John Brunswick, mais parce qu'il a posé quelques questions dans le module QR et malheureusement, en fait, il n'a pas eu forcément de réponse. Et après, je pense que malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Eh bien, Sandrine, on vous écoute. Ok, merci et puis merci pour cette intervention. Donc ce matin, en effet, donc j'ai posé plusieurs questions. Il y en a une pour laquelle j'ai pas eu de réponse et c'est concernant en effet lorsque la formation tombe sur un jour habituellement non travaillé, donc c'est le cas de salariés à temps partiel notamment. Est-ce que l'employeur a l'obligation de payer cette journée-là ou même de la faire récupérer, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une obligation de la part de l'employeur que cette journée soit payée, que ce soit dans le cadre des formations, du congé de formation CSE, CSSCT, mais plus largement le CFE2S? De mon point de vue, c'est du temps de travail, donc oui, ça doit être reconnu en tant que tel. Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'employeurs qui nous opposent des refus. Alors, c'est vraiment au bon vouloir de faire un avenant ou pas sur ces journées-là et que le code du travail là-dessus n'est pas clair du tout. Donc, c'est une vraie difficulté qu'on a sur le terrain sur ces questions-là. Je pense qu'il faut vous rapprocher de votre organisation syndicale ou de l'inspection du travail, mais nous, comme on le lit, et j'ai déjà répondu à ce genre de questions, je dis comme Frédéric, c'est-à-dire dans la mesure où c'est du temps de travail, vous travaillez à ce moment-là, ça sera des heures. Alors, ça ne peut pas être payé, vous ne pouvez pas exiger que ce soit de l'heure supplémentaire, mais par contre, que ce soit récupéré. Récupérer au moins, oui. Ok, merci. Et j'en profite juste rapidement, j'ai mis une annotation dans la bulle de discussion par rapport aux 18 jours. C'était juste pour préciser votre intervention parce que les responsables syndicaux ont également droit normalement à ces 18 jours. Donc, voilà. Non, mais ce qu'on veut dire, en fait, on ne s'est peut-être pas fait bien comprendre, c'est que c'est tous les salariés qui ont la possibilité de mobiliser ce congé de formation économique et sociale et syndicale. C'est pas ce que je viens de dire. Les RS ou les élus du CSE, c'est l'ensemble des salariés qui aient des responsabilités syndicales ou non. Oui, j'ai bien compris, c'est pas ce que j'ai dit, je suis désolée. Ce que je disais, donc les 12 jours, on est d'accord pour tous les salariés, mais vous avez apporté une précision sur le fait que certains salariés, notamment les animateurs de formation syndicale, avaient un quota de 18 jours par an. Donc, je complétais juste vos propos pour le reste des participants, à savoir qu'il n'y a pas que les animateurs de formation syndicale, mais également les personnes qui ont des responsabilités syndicales dont font partie les délégués syndicaux. Voilà, c'était une précision. D'accord, ok, très bien. Bon, on est d'accord, on partage tout à fait. Merci Sandrine. Merci à vous. On va demander juste maintenant la dernière intervention à John et je prie d'avance les autres de nous excuser de ne pas pouvoir les avoir pris, mais effectivement que tout le monde peut quand même poser ses questions soit sur le site syndex.fr en utilisant le formulaire de contact, soit en envoyant un email à l'adresse contact@syndex.fr. Voilà, John, allez-y.
Alors, bonjour à tous d'abord, hein, merci pour cette petite formation via le webinaire. Et donc, ma question était la suivante. Quelles sont les commissions obligatoires au sein du CSE? Nous avons une commission déjà, donc la commission SSCT, harcèlement et agissement sexiste, logement. Et lorsque l'on a voulu proposer la commission RGPD qui me semblait être obligatoire, plus la DPO et la commission handicap ou handicapé et sécurité, ça nous a été refusé. Alors, de notre point de vue, il n'y a pas beaucoup de commissions qui sont dites obligatoires, hein, c'est-à-dire prévues par le Code du travail. Dans les plus de 300, de fait, c'est la commission SSCT. Alors, la commission SSCT, elle peut être aussi obligatoire dans les moins de 300 si on est classé Céveso, par exemple, ou s'il y a une injonction de l'inspecteur du travail qui l'impose. Donc ça, c'est la commission obligatoire. Après, vous avez des commissions obligatoires pour les entreprises de plus de 300, sauf s'il y a un accord d'entreprise viendrait à les supprimer, ce qui est possible, puisque dans le supplétif, on maintient par exemple la commission logement ou la commission formation, mais le Code du travail ordre public dit par accord, on peut les supprimer. Donc votre réponse, votre question, les réponses ne sont pas faciles à donner parce que ça va dépendre en fait s'il y a accord d'entreprise ou pas accord d'entreprise. Après, la commission qui est obligatoire pour moi, c'est dans les entreprises où les budgets du CSE sont très importants, c'est ce qu'on appelle la commission des marchés. Donc ça va concerner les très gros CSE. C'est une commission obligatoire, pareil, en fonction de critères qui sont dépassés. Après, les autres que vous avez évoqués effectivement dans le chat, de notre point de vue, ne sont pas obligatoires. Hein. Après, ça peut être dans le cadre d'un accord, mais le Code du travail ne prévoit pas beaucoup de commissions obligatoires en tant que telles. Exactement. Tout ce qui est commission harcèlement, sécurité, RGPD, orientation handicapée, Covid-19, vous avez donné toutes ces commissions. Non, elles sont… Voilà, si l'accord le prévoit, bien sûr, il faudra les mettre en place. Et référent Covid, oui, c'est référent, oui, mais pas commission. Hein. Tout ça, c'est de la négo. Donc, effectivement, on peut vous refuser de mettre en place une formation si elle n'est pas prévue dans l'accord. Une commission si elle n'est pas prévue dans l'accord. Donc, s'il n'y a pas si ça n'a pas été abrogé par la commission, par un texte de loi dans la convention collective ou autre, on peut les faire voter. Vous pouvez essayer. Alors, on peut les faire voter, on peut les créer dans le cadre d'un accord d'entreprise ou dans le cadre d'un règlement intérieur. Mais ça suppose que l'employeur est d'accord. Parce qu'on ne peut pas imposer dans un règlement intérieur quelque chose que l'employeur ne voudrait pas et qu'il n'est pas obligé de faire. Bon, c'est clair. Merci beaucoup. Bon, je dois siffler la fin du match. Merci John, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Je laisse le mot de la fin aux experts et je vous souhaite à tous une bonne journée. Écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire avec nous. C'est passé très très vite, évidemment, comme d'habitude. Sachez que si vous avez des questions, je l'ai dit tout à l'heure, contact@syndex.fr. Vous avez le site internet www.syndex.fr où on va vous présenter toute notre offre de formation, plus d'autres choses à titre informatif. On a évoqué tout à l'heure le podcast 127 secondes, par exemple. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à aller naviguer dessus. Il y a des informations. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à notre newsletter, ce qui vous permettra d'accéder au prochain webinaire qui sera organisé et aux différentes ressources qu'on peut mettre à disposition. Voilà. Et puis, on est aussi sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Nous suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Je pense qu'on aura tout dit. Et on vous remercie beaucoup et on vous souhaite bon appétit. Et on reste à votre disposition, bien sûr. Et peut-être à bientôt en formation. On l'espère. Merci, bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.